Bienvenue chez JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et savourez le conte d'aujourd'hui. J'avais de nouveaux voisins qui avaient acheté l'ancienne propriété des Henderson, là-haut sur Clearwater Ridge Road. On disait en ville qu'ils étaient des « Yankees » et personne ne savait grand-chose d'eux, si ce n'est qu'ils semblaient avoir les poches bien remplies. La ferme Henderson avait été quelque chose à voir en son temps, une ferme à 2 étages avec des vérandas tout autour, une grange rouge pouvant abriter une douzaine de chevaux et 22 acres de terre de montagne de premier choix des Blue Ridge. L'endroit était solide jusqu'à ce que le vieux Jim Henderson devienne trop fragile pour le travailler. Ses filles étaient parties à Charlotte et Raleigh des années auparavant, ne laissant personne pour maintenir l'exploitation en marche. Quand Jim a mis la ferme en vente et est parti en Floride, ça a vraiment contrarié ses filles. Elles pensaient qu'il allait dilapider leur héritage avant de mourir. Même si l'homme était vif comme l'éclair et en pleine forme à 78 ans. Il n'y avait pas grand-chose qu'elle puisse faire, légalement parlant. Je trouvais ça plutôt drôle, à vrai dire. Je n'ai jamais eu beaucoup de patience pour les gens qui se croient tout permis de toute façon. Ma tante Dorothy avait l'habitude de ricaner et de dire qu'elles se donnaient des grands airs au-dessus de leur éducation ou une vieille expression montagnarde pour dire qu'elles avaient les chevilles qui enflaient. Je les ai rencontrées par pur hasard un mardi soir humide de fin octobre. Leur voiture, une Cadillac argentée qui coûtait probablement plus que ce que je gagne en 6 mois, était garée sur le bas-côté de Ridge Road, avec de la vapeur s'échappant dessous le capot comme un Old Faithful miniature. C'est ce que font les voisins par ici. Alors, j'ai garé ma camionnette pour aider. La femme à l'intérieur devait avoir regardé trop de films d'horreur sur les gens de la montagne, car elle ne voulait pas entrouvrir la vitre ni déverrouiller la porte. Elle restait assise là, me fixant avec des yeux ronds comme des soucoupes, comme si j'étais sur le point de l'entraîner dans une cabane isolée. La pluie tombait plus fort et la température chutait rapidement. Alors, je suis remonté dans mon camion et j'ai conduit jusqu'à Widow's Peak. Le seul endroit à des kilomètres à la ronde où l'on peut capter un signal de téléphone portable. Département du shérif, a dit la voix familière à travers les parasites. Jake, c'est Marcus Thompson. J'ai une automobiliste en panne sur Ridge Road, juste après Miller S. Creek. Une dame dans une Cadillac. On dirait qu'elle a des problèmes de moteur. Eh bien, Marcus, bon sang. Pourquoi tu ne l'as pas aidé toi-même? Ça, c'était tout Jake Rodriguez. Le meilleur de notre comté en matière de service et de protection. Sauf quand il faisait trop chaud, trop froid, qu'il pleuvait ou qu'il y avait un match à la télé. N'importe quel autre moment, il était toujours présent. J'ai essayé, Jake. Elle n'a même pas voulu baisser la vitre. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Un homme étrange qui s'approche de votre voiture en panne au milieu de nulle part. Attends. Oui, je peux y aller. Tu es toujours sur les lieux. Négatif. Je suis au sommet, j'essaie de te joindre. Mais je te dis quoi, si tu te dépêches, j'ai des restes de porc effilochés de la collecte de fonds des pompiers que tu peux ramener à la station. Mira a aussi fait sa fameuse salade de choux. Il reste de sa tarte aux pommes? N'abuse pas, Jake. Tu veux le barbecue ou pas? J'arrive dans 15 minutes. Cette tarte a de la cannelle? 20 minutes plus tard, Jake m'a rejoint à mon dépôt d'équipement et nous sommes redescendus la montagne ensemble. La Cadillac était toujours là, et à travers les vitres embuées, je pouvais voir la femme s'essuyer les yeux. Jake a frappé à la vitre du conducteur et a brandi son insigne. Madame, shérif Rodriguez, avez-vous besoin d'aide? La vitre s'est baissée juste d'un entrebâillement. Oh, Dieu merci. Oui, j'ai besoin d'aide. Le moteur a commencé à fumer et puis il s'est juste arrêté. Je ne pouvais avoir aucun signal sur mon téléphone. C'est une zone morte ici, madame. Voici Marcus Thompson. C'est lui qui a signalé le problème. Marcus gère la location d'équipements plus haut sur la route. C'est une bonne personne. Elle m'a regardé à nouveau, cette fois sans la panique. Je m'excuse pour tout à l'heure. J'étais effrayé. Pas besoin de vous excuser, ai-je dit. Ça vous dérange si je jette un coup d'œil sous le capot? J'avais l'habitude de réparer des voitures avant que tout ne devienne informatisé. Il a fallu environ 30 secondes pour repérer le problème. Votre durite inférieure de radiateur a éclaté. C'est toujours celle du bas, n'est-ce pas? Est-ce réparable? Bien sûr, mais pas ce S. Oh hier. Il vous faudra une nouvelle durite et du liquide de refroidissement.
Billy S. Auto paraît fermé jusqu'à jeudi. Il est à Asheville pour le mariage de sa fille. Le mieux est d'appeler triple A une fois chez vous et de leur faire remorquer la voiture jusqu'au garage Henderson. C'est le problème, a ajouté Jake, l'air bien trop heureux de donner une mauvaise nouvelle. Le garage Henderson aussi est fermé. Ne reviendra pas avant lundi. Le visage de la femme s'est décomposé. Je ne peux pas la laisser ici. Mon mari me tuerait. J'ai croisé le regard de Jake et j'ai secoué légèrement la tête. Mais je pouvais voir ses rouages tourner dans son petit cerveau. Et, Marcus, a-t-il dit avec un sourire. Pourquoi tu n'as-t-elle pas une de tes remorques et tu ne la lui transportes pas? Il faisait froid, humide, il commençait à faire nuit, et j'avais un rôti de pot-au-feu qui m'attendait à la maison. Mais on ne laisse pas des voisins en rade, surtout quand ils ont peur et sont loin de chez eux. Je peux faire ça. Je vais la ramener à mon dépôt et la garer derrière la clôture pour plus de sécurité. Quand la personne qui la réparera viendra la chercher, elle n'aura pas à la traquer. Ça vous convient, Madame Morrison? Catherine Morrison. Eh oui, ce serait merveilleux. Qu'est-ce que vous facturez pour quelque chose comme ça? On s'arrangera pour ça plus tard. La radio de Jake a crépité. Accident multiple sur l'autoroute 74. Il était l'unité la plus proche. Le devoir m'appelle, les amis. Marcus prendra bien soin de vous, Madame Morrison. Marcus, n'ose pas manger ce barbecue sans moi. Je passerai au magasin plus tard. Pas de problème. Tu sais où je garde les clés de rechange. Ferme juste à clé quand tu auras fini cette fois. Je n'ai pas besoin que Smokey fasse une autre portée dans le bureau. Tu ne vas jamais me laisser oublier ça, n'est-ce pas? Pas tant que cette odeur de chamal persiste, après que Jake a démarré en trombe, sirène hurlante. Madame Morrison s'est enfin un peu détendue. Peut-être qu'avoir un adjoint du shérif qui se portait garant pour moi l'avait convaincu que je n'étais pas un psychopathe des montagnes. Madame Morrison, vous êtes prête? Je vais chercher ma remorque et vous ramener à la maison en un rien de temps. Elle a hoché la tête, bien qu'elle soit restée assise aussi loin de moi que possible dans la cabine du camion. Quand nous nous sommes arrêtés devant la propriété des Henderson, sa propriété maintenant, j'ai remarqué que toutes les fenêtres étaient sombres. La panne de courant, ai-je observé. Quoi? Mais comment pouvez-vous savoir? Vous voyez comme il fait sombre après Miller Creek? C'est parce qu'il n'y a pas de lumière. La tempête a dû faire tomber une ligne quelque part. Oh non. Qu'est-ce que je vais faire? Nous n'avons pas de lampe de poche, ni de lanterne, ni rien de tout ça. Eh bien, Madame Morrison, si vous comptez vivre ici dans les montagnes, ce n'est pas un mauvais investissement. Mais je vous dis quoi, Jim Henderson avait un groupe électrogène de secours. Il est peut-être encore branché. Nous avons fait le tour de la maison par l'arrière, et effectivement, le vieux Générac était toujours là, grondant et secouant toute la fondation comme s'il était sur le point de décoller. Il tourne, mais tout juste, lui ai-je dit. Il doit lui rester environ 4 heures de carburant, peut-être moins. Quand le courant reviendra, et il le répare généralement assez vite à cette période de l'année, tout ira bien. Mais si j'étais vous, je ferais entretenir cette chose et peut-être investirais-je dans un réservoir de carburant de 50 gallons juste pour des moments comme celui-ci. Elle griffonnait des notes sur un petit bloc-notes comme si sa vie en dépendait. Je vais chercher votre voiture maintenant. Voici ma carte de visite. C'est mon portable et le numéro du bureau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant que votre mari ne revienne, appelez simplement. Votre voiture sera garée à cette adresse. J'ai pointé la carte. Passez une bonne soirée, Madame Morrison. Monsieur Thompson, je ne saurais trop vous remercier. De rien. Bienvenue dans le quartier. Après m'être assuré qu'elle était en sécurité à l'intérieur, je suis rentré chez moi. Rebecca avait préparé le dîner, bien qu'elle n'ait pas été ravie du retard. Où étais-tu? A-t-elle appelé de la cuisine. Ton plat refroidi. J'ai dû aider une automobiliste en panne. De nouveaux voisins. Leur voiture est tombée en panne sur Ridge Road. Tu ne pouvais pas appeler. Zone morte, tu te rappelles? En plus, ça n'a pris que quelques heures. Rebecca est apparue dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un torchon. Quelques heures pourquoi? La durite du radiateur a sauté. J'ai dû remorquer leur voiture jusqu'au garage. Tu leur as au moins facturé correctement. Tout était question d'argent. Avec Rebecca ces jours-ci.
Ses parents étaient aisés et mon entreprise de location d'équipement marchait bien, mais elle agissait comme si nous étions à un chèque de paie de la pauvreté. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Quelque chose avait changé au cours de la dernière année. On réglera ça demain. Le lendemain matin était clair et vif. Un de ces jours d'octobre parfait des Blue Ridge. Je suis allé chez Asheville Auto Parts, j'ai acheté une durite de radiateur et j'ai fait réparer la Cadillac avant le déjeuner. Un homme d'une quarantaine d'années est entré dans mon bureau cet après-midi-là. Tout chez lui, le costume sur mesure, la cravate en soie, les chaussures polies témoignaient de l'argent et de la vie en ville. Bon après-midi. Je suis David Morrison. Je crois que la voiture de ma femme a été remorquée ici. Marcus Thompson. Je me suis levé et lui ai serré la main. La voiture de votre femme est prête. Il fallait juste une nouvelle durite de radiateur. Excellent. Que vous dois-je? 50 pour le remorquage, 20 pour les pièces et la main-d'œuvre. Il a sorti un portefeuille assez épais pour étouffer un cheval et m'a tendu un billet de $100. Gardez la monnaie. Merci d'avoir aidé Catherine. Elle était assez secouée. Pas de problème du tout. C'est ce que font les voisins. Il s'est installé dans le fauteuil en face de mon bureau. À propos, j'espérais me renseigner sur les entrepreneurs locaux. Nous prévoyons des améliorations à la propriété. Quel genre d'amélioration? Catherine veut restaurer la ferme dans le respect de l'histoire, mais avec des commodités modernes. Et j'aimerais installer un véritable atelier pour mon passe-temps. Quel genre de passe-temps? Je restaure des voitures de course vintage. En ce moment, j'ai une Mustang GT 390 Fastback de 68 et une Plymouth Cuda de 70. Là, c'était intéressant. Vous les faites courir? Pas en compétition, mais il y a une petite piste en terre battue à Marshall. Je les sors parfois pour des balades amusantes. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Thunder Valley Speedway. C'est ça. Vous connaissez? Bon sang, j'y ai pratiquement grandi. Mon père a couru sur des modèles tardifs dans les années 70. J'y vais encore la plupart des samedis soirs. Vraiment? Peut-être pourriez-vous me faire visiter. J'apprends encore la culture locale de la course. Avec plaisir, je vous dirai quoi, pourquoi Catherine et vous ne viendriez-vous pas à la piste ce samedi? C'est la dernière course de la saison. Ça a l'air génial. Les portes ouvrent à 17h. Les courses commencent à 19h. Cherchez-moi dans la zone des stands. Le samedi soir est arrivé et j'étais en train d'installer l'équipement de chronométrage quand j'ai vu David traverser l'intérieur de la piste. Il était décontracté en jean et t-shirt de course, mais avait toujours l'air de sortir d'un magazine. Catherine était avec lui, vêtue d'une robe d'été qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Marcus, merci de nous avoir invités. Content que vous ayez pu venir. Catherine, vous êtes ravissante. Elle a souri, détendue pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée. Merci. Je n'ai jamais assisté à une course sur terre battue. Vous allez vous régaler. J'ai jeté un coup d'œil autour de la zone des stands. David, laissez-moi vous présenter quelques pilotes. Catherine, vous voyez ce groupe de dames près du stand de concession? C'est Sarah Henderson et son équipe. Elles prendront bien soin de vous. Pendant l'heure suivante, j'ai fait visiter à David les lieux, le présentant aux pilotes et aux mécaniciens, expliquant les règles et les catégories. Il a posé de bonnes questions et semblait sincèrement intéressé. Au moment de la course, il parlait technique avec les chefs d'équipe comme s'ils venaient depuis des années. La course était particulièrement bonne ce soir-là. Une compétition serrée et une arrivée au queue à coude qui a mis la foule debout. Pendant l'entracte, j'ai trouvé David et Catherine partageant un beignet en spirale avec le groupe de Sarah. « Comment allez-vous ? » « C'est merveilleux, » a dit Catherine. Tout le monde a été si accueillant. La course est bien plus excitante que je ne l'imaginais. Attends de voir la course des modèles récents. Et ils ont vraiment fait le spectacle. Quand c'était fini, David souriait comme un enfant le matin de Noël. C'était incroyable. Le niveau de compétence ici est bien plus élevé que je ne l'espérais. Ces gars savent conduire. La plupart ont appris sur les mêmes virages que leur père. Pendant que nous rangions le matériel, David est venu nous aider. Marcus, je ne saurais jamais assez te remercier. C'est l'une des meilleures soirées que nous ayons passées depuis que nous avons emménagé ici. Content que ça vous ait plu.
La saison reprend en mars. Tu devrais penser à préparer cette Mustang pour la piste. Tu sais, je pourrais le faire. Tu m'aiderais? Volontiers, mais il faut d'abord que tu fasses construire cet atelier. J'ai déjà les plans. On commence les travaux le mois prochain. Au cours des semaines suivantes, David et Catherine sont devenus des visages familiers en ville. David a rejoint les pompiers volontaires et Catherine s'est impliquée dans la société historique. Ce qui m'a surpris, c'est la facilité avec laquelle David s'est intégré sur la piste. Il ne faisait pas étalage de ses connaissances ni ne se montrait supérieur, il écoutait simplement et mettait la main à la pâte quand c'était nécessaire. Ce Morrison, il est bien, m'a dit Bud Carter un soir. Il ne se donne pas d'air. Ça me rappelle le fils de Jim Henderson. Catherine, elle, rencontrait le succès auprès des dames de l'église. Lorsque la congrégation a décidé de rénover leur salle paroissiale, Catherine s'est portée volontaire pour gérer les démarches légales, un travail qui leur aurait coûté des milliers. En décembre, les Morrison étaient devenus partie intégrante de la communauté. L'atelier de David était presque terminé, et Catherine organisait la veillée de Noël la plus ambitieuse que l'église ait jamais tentée. Je me suis retrouvé à passer plus de temps avec David, à travailler sur des voitures et à parler de tout, de la mécanique à la politique locale. Il avait un esprit vif et un humour pince sans rire qui m'attiraient. Cela faisait des années que je n'avais pas eu de véritable ami. La veille de Noël nous a trouvés chez les Morrison pour leur première grande fête en tant que résidents de la montagne. Catherine avait passé des semaines à planifier, et la ferme ressemblait à une photo de magazine. La moitié de la ville était là, gens des courses, membres de l'église, personnes de la société historique. Je me tenais sur le porche avec David, regardant les festivités et sirotant un bourbon plus vieux que mon camion. Tu sais, a dit David, il y a un an, je pensais que déménager ici était fou. Et maintenant je ne peux pas imaginer vivre ailleurs. Cet endroit, ces gens, c'est ce que je n'ai jamais su que je cherchais. L'air de la montagne vous entre dans le sang. Une fois que c'est fait, rien d'autre ne suffit. Je pense que tu as raison. Il a levé son verre. Au nouveau départ, au bon voisin. Nous avons entrechoqué nos verres alors que la neige commençait à tomber, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Yankees ou non, David et Catherine Morrison avaient trouvé leur foyer dans les montagnes Blue Ridge. Mais en regardant par la fenêtre Rebecca assise seule malgré être entourée de monde, je ne pouvais me défaire du sentiment que des changements approchaient. Des changements qui pourraient ne pas être si bienvenus. Rebecca agissait étrangement ces derniers temps, plus critique, plus distante. Elle se plaignait constamment d'argent malgré la bonne marche des affaires. La façon dont elle regardait les Morrison, parfois avec un ressentiment à peine dissimulé, m'inquiétait. Après les fêtes, Rebecca a fait une annonce qui m'a surpris. « Je veux avoir un bébé », a-t-elle dit un matin autour d'un café. « Vraiment ? Tu es sûr de ça ? Nous ne rajeunissons pas, Marcus. Et regarde comme les Morrison sont heureux avec les enfants des autres. Tu ne veux pas d'enfants à toi ? J'en voulais, oui. Je m'interrogeais sur son brusque changement d'avis. Pendant des mois, elle avait dit que nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir des enfants, que nous devions attendre. Maintenant, elle semblait déterminée. Si c'est ce que tu veux, Becca, alors oui, faisons-le. Les mois suivants furent un tourbillon. Rebecca s'est lancée dans la préparation de sa grossesse avec la même intensité qu'elle mettait à tout le reste. Elle a lu chaque livre, acheté chaque vitamine, suivi chaque cycle avec une précision scientifique. Quand elle a finalement conçu, j'étais ravi. Rebecca était compliquée. Heureuse une minute, terrifiée l'instant d'après. Elle s'inquiétait constamment de l'argent, de l'avenir, de savoir si elle serait une bonne mère. Et si j'étais comme ma mère, a-t-elle demandé un soir, et si je n'y arrivais pas ? Tu n'es pas ta mère, Becca. Tu es plus forte que tu ne le penses. Mais à mesure que sa grossesse avançait, les anxiétés de Rebecca ne faisaient que croître. Chaque visite chez le médecin devenait une crise, chaque dépense une catastrophe. Elle a commencé à remettre en question mon amitié avec David et Catherine, suggérant que c'était d'une manière ou d'une autre inapproprié. Tu passes plus de temps avec eux qu'avec moi, s'est-elle plainte. Ce sont de bons amis, Becca. David m'enseigne le droit des affaires. Et Catherine te mène par le bout du nez. Ne crois pas que je ne vois pas comment tu la regardes. Cela m'a piqué parce que ce n'était pas vrai. Catherine était attirante, certes, et son enthousiasme pour tout était rafraîchissant.
comparé aux plaintes constantes de Rebecca. Mais je n'avais jamais rien fait d'inapproprié. Tyler Marcus Thompson est né pesant 3,26 kg, 7 livres 3 onces, au moment où le médecin l'a placé dans mes bras. Tout a changé. Soudain, plus rien d'autre n'avait d'importance sauf cette petite personne qui dépendait entièrement de moi. Si vous ne l'avez jamais vécu, tous les mots de l'univers ne peuvent décrire le sentiment que l'on ressent quand on devient parent. C'est d'une beauté à couper le souffle et terrifiant à la fois. Il ne s'agit plus de vous et il ne s'agira plus jamais de vous. Rebecca n'a pas pris son rôle de mère aussi naturellement que je l'avais espéré. Elle aimait Tyler, évidemment, mais dès que je rentrais du travail, elle me le tendait et s'effondrait dans son fauteuil pour ce qu'elle appelait son temps de récupération post-bébé. Ça ne me dérangeait pas. J'adorais me promener avec lui dans mes bras, lui racontant comment s'était passée la journée et ce que je voulais pour notre vie ensemble. Je lui parlais de la petite ligue et des scouts, des voyages de camping et de lui apprendre à conduire. Tyler scrutait mon visage, fredonnant et souriant sans comprendre un mot. Rebecca était incroyablement agacée que Tyler ne pleure jamais avec moi. Je rentrais à la maison, le trouvais agité, le prenais dans mes bras et commençais à marcher, et 90% du temps, il se calmait aussitôt. Ce n'est pas juste, disait-elle. Je suis avec lui toute la journée, et il garde sa bonne conduite pour toi. Quand je suis retourné au travail après 2 semaines, il y avait une grande pancarte devant le bâtiment. Thomson et Fils location d'équipement. Service de qualité depuis 1985. Mira et Charlie se tenaient là, souriant comme des idiots. On s'est dit qu'il fallait mettre à jour l'enseigne, a dit Mira. Des larmes me sont venues aux yeux en regardant cette pancarte. J'avais un diaporama de Tyler, Rebecca et des photos de famille comme économiseur d'écran de mon ordinateur. Tout tournait autour de ce petit garçon. À ce moment-là, mon amitié avec les Morrison a commencé à s'approfondir progressivement. Un jour, Catherine est venue à l'atelier, voulant louer un tracteur. « À quoi te sert un tracteur ?» ai-je demandé. « Je veux faire un jardin. J'ai déjà commandé des graines chez Baker Creek. J'ai besoin d'équipement pour préparer les plates-bandes. » J'admirais sa détermination, mais je ne voulais pas lui louer de tracteur. Cela l'a énormément surprise. « Pourquoi pas ? » Parce que tu ne sais pas le manipuler. Les tracteurs peuvent être dangereux si on ne sait pas ce qu'on fait. Si je te le loue et que tu te blesses, je me sentirai affreux. En plus, je te perdrai comme client et ami. Mais j'ai besoin de préparer la terre. Tu n'as pas besoin de louer quoi que ce soit. J'ai vu ce petit Yanmar dans ta grange. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Jim Henderson a fait une grande vente aux enchères quand il a pris sa retraite. Il s'est débarrassé de la plupart de ses équipements mais a acheté le Yanmar plus tard parce qu'il aimait avoir un tracteur pour son jardin. Je parie qu'il n'a même pas 500 heures. Il ne démarre pas, j'ai vu la détermination sur son visage et j'ai su que si je ne l'aidais pas, elle trouverait quelqu'un d'autre qui ne serait peut-être pas aussi soucieux de sa sécurité. La batterie est probablement à plat. Écoute, demain c'est samedi. Pourquoi ne viendrais-je pas y jeter un coup d'œil? Oh, je ne pourrais pas te séparer de ta famille. Ils viendront avec moi. Ce samedi-là, j'ai emmené Rebecca et Tyler chez les Morrison. Catherine a gazouillé devant Tyler pendant 1 heure, le tenant dans ses bras pendant que Rebecca et moi travaillions sur le tracteur. Rebecca était agacée que Tyler soit capricieux avec elle, mais il a cessé de pleurer dès que Catherine l'a pris. J'ai apporté mon chargeur de batterie et j'ai fait démarrer le Yanmar pendant que David et moi cherchions un bon emplacement pour le jardin. « Tu es sûr de vouloir qu'elle conduise ce tracteur ?» a demandé David. Sa réponse fut assez honnête. « Non, mais tu n'as aucune idée à quel point elle peut être déterminée. Je te demande de la surveiller et de la guider. » Nous avons mangé des sandwichs et de la salade de pommes de terre en discutant de ses plans de jardin. Puis j'ai donné à Catherine sa première leçon. « Je vais te dire une chose, et je veux que tu t'en souviennes, » ai-je dit alors qu'elle s'asseyait sur le tracteur. Les vitesses fonctionnent différemment d'une voiture. Peu importe la vitesse où tu es, le tracteur avancera quand tu relâcheras l'embrayage. Il ne calera pas comme une voiture. Si tu oublies et démarres en vitesse élevée, tu pourrais le retourner. Je l'ai fait pratiquer en vitesse lente, en gamme basse, si lentement que je pouvais marcher à côté d'elle, lui donnant des indications. Elle souriait jusqu'aux oreilles pendant que David prenait des photos. Nous reviendrons à midi prochain et je te montrerai comment utiliser les outils, lui ai-je dit en rangeant le tracteur. Sur le chemin du retour, Rebecca était animée pour la première fois depuis des semaines.
Elle a une belle maison. Ses tableaux doivent valoir des milliers. Sais-tu qu'ils possèdent toujours leur maison au nord? Elle appartenait à sa grand-mère. Mais plus tard ce soir-là, je l'ai surprise à chercher la valeur de ses tableaux en ligne. Quelque chose changeait chez Rebecca, et je n'aimais pas la direction que cela prenait. Nous avons passé plusieurs week-ends à apprendre à Catherine à utiliser le tracteur correctement. Elle a planté son jardin et acheté un petit cultivateur. Elle a pleuré en récoltant ses premiers haricots verts. Le jardin a continué à s'étendre jusqu'à ce que je la prévienne que ce serait trop de travail. David part tôt et rentre tard. Elle a ri. Je ne peux faire qu'un certain nombre de tâches ménagères et je n'aime pas vraiment rester assise à regarder la télé. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à raconter sur mon blog. Elle avait lancé un blog appelé « Partie à la campagne », détaillant ses expériences d'apprentissage de la vie à la campagne. C'était populaire, humoristique et parfois sérieux. Il y avait beaucoup de photos et de vidéos, certaines m'incluant parce que je l'aidais à apprendre. Elle me désignait comme son conseiller spirituel pour tout ce qui était rural. C'était gênant, surtout quand Mira a commencé à le lire. Mais Catherine écrivait sur moi avec un respect et une affection sincères. « Ta femme Lisa », m'a averti Catherine. Elle a fait des remarques intéressantes sur le temps que tu passais ici. Cela devenait un problème. Le ressentiment de Rebecca envers les Morrison grandissait, surtout concernant le temps que je passais à aider Catherine avec ses projets. Mais l'amitié entre nos familles se renforçait. David m'aidait à comprendre les aspects légaux de la gestion d'une entreprise tandis que je lui enseignais des compétences pratiques. Catherine continuait d'apprendre l'agriculture et Tyler s'épanouissait sous l'attention de multiples mentors adultes. Les Morrison devinrent plus que des voisins. Ils devinrent une famille choisie. Mais même à ce moment-là, je pouvais voir des nuages s'amonceler. Le mécontentement de Rebecca s'aggravait au-delà du stress normal d'une jeune mère, et son ressentiment envers nos amis se transformait en hostilité active. À mesure que notre amitié se renforçait, David m'a fait une proposition commerciale qui allait changer nos vies d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. « Marcus, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi si tu peux », dit David un après-midi alors que nous étions assis à l'ombre, regardant Catherine travailler dans son jardin pendant que Tyler faisait la sieste dans son porte-bébé. Mes nouveaux partenaires et moi planifions une réunion. Je veux l'organiser ici, un barbecue du Sud à l'ancienne. Je veux que Rebecca et toi le prépariez. David, j'apprécie l'idée, mais écoute-moi. Ce n'est pas une réunion d'amis. C'est une réunion d'affaires. Je devrais payer quelqu'un de toute façon, et je sais de première main à quel point vous êtes bon grâce à la collecte de fonds des pompiers. Je veux qu'ils s'en souviennent longtemps. Je n'avais pas cuisiné professionnellement depuis des années, et ça me manquait. L'idée m'attirait plus que je ne voulais l'admettre. De combien de personnes parlons-nous? 80 confirmés, mais prévoit en 100. Nous ne voulons pas manquer de nourriture. Seulement des adultes. David me vit froncer les sourcils. Quoi? Il n'y a rien de mal à ça, n'est-ce pas? Catherine leva les yeux de ses plants de tomates et renifla. Crache le morceau, Marcus. Si tu as un argument, crache-le. D'accord, je pense que tu envoies le mauvais message. Ici, dans le Sud, la famille est tout. Tu devrais inviter les femmes et les enfants. Rends ça plus personnel. Certaines personnes n'aimeront peut-être pas, mais la plupart seront impressionnées. Et ne te contente pas d'envoyer des invitations, passe des coups de fil. Renseigne-toi sur le nombre d'enfants qui viendront, leurs âges, et assure-toi d'avoir des jeux et des activités adaptés à leur âge. Dire « soyez sûr de venir » fait une bien plus grande impression que de simplement demander la présence de quelqu'un. Catherine resta bouche bée. Elle appela David. « As-tu déjà envoyé les invitations ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Bien. Nous devons les changer complètement et j'ai besoin des noms de toutes les épouses et de leur numéro de téléphone. Marcus t'expliquera plus tard. Elle me regarda avec étonnement. « As-tu déjà pensé à te présenter à une élection ? » « Merci, mais non, dis-je en riant. J'ai juste assisté à beaucoup de fêtes. On apprend en faisant. Catherine maniait les téléphones comme une directrice de campagne. Nous sommes passés de 100 à près de 300 personnes. Rebecca a d'abord résisté à l'idée. Mais quand elle a entendu parler de l'argent en jeu, elle a accepté de gérer les opérations en salle pendant que je m'occupais de la cuisine. 3 semaines, ce n'est pas beaucoup de temps pour préparer quelque chose comme ça, fit remarquer Rebecca, mais je voyais des étoiles dans ses yeux.
Catherine a commencé à nous rencontrer chez nous tous les soirs pour tout coordonner. Elle avait des feuilles de calcul pour les listes d'invités, les restrictions alimentaires, les besoins en équipement et la logistique. Rebecca, pour la première fois depuis la naissance de Tyler, semblait revigorée par un projet. Le jour de l'événement fut parfait, chaud mais pas insupportable, avec une légère brise venant des montagnes. J'avais cuisiné pendant 2 jours. 180 kg d'épaules de porc cuites à la perfection et effilochées. 20 poulets et 2 poitrines de bœuf préparées séparément pour les partenaires juifs, avec des étiquettes claires sur tous les accompagnements. Rebecca s'était transformée pour l'occasion. Elle portait une élégante robe d'été, ses cheveux étaient tirés en arrière de manière professionnelle, et elle se déplaçait dans la foule avec une assurance que je n'avais pas vue depuis des mois. 300 personnes étaient invitées. 420 se sont présentées, la différence étant tous les enfants. Mais nous étions prêts. Charlie surveillait l'équipe de parking composée d'adolescents pendant que les enfants couraient en groupe, jouant sur les équipements de jeu que nous avions loués. Catherine et David furent des hôtes parfaits, se déplaçant de groupe en groupe. Suivant la tradition du Sud, les hommes se sont réunis pour parler affaires tandis que les femmes discutaient de tout le reste sous les arbres d'ombrage où nous avions placé des sièges confortables. Rebecca était dans son élément, élégante et professionnelle, entourée d'avocats et de leurs épouses qui complimentaient notre nourriture. Nous avons échangé des cartes de visite avec la moitié de la foule. L'associé principal a remercié tout le monde, a félicité Catherine et David pour l'organisation, et nous a remerciés, Rebecca et moi, pour le traiteur. Puis il a surpris tout le monde par sa concision. C'est tout ce que j'ai à dire. C'était tellement amusant. Je ne vais pas gâcher ça en parlant. Il a reçu la plus longue ovation debout qu'il ait jamais eue pour un discours. Le jardin de Catherine a connu un énorme succès. Je la voyais faire visiter, cueillir des tomates et des haricots mûrs à distribuer. Les pastèques de son jardin sont devenues les plus recherchées pour le concours de cracheurs de graines des enfants. Rebecca a failli s'évanouir quand Catherine lui a remis le chèque. La fête avait pris une telle ampleur qu'ils en avaient fait un véritable événement d'entreprise. Il y avait un autre chèque, un bonus de 25% avec un mot de l'associé principal. Le cabinet de David s'occupait principalement de droit des affaires et avant la fin de la semaine suivante, je recevais des appels pour traiteurs d'autres événements. La demande était si forte et les bénéfices si bons que nous nous sommes enregistrés comme une entreprise distincte. Rebecca a quitté son emploi et est devenue la gérante. Elle était douée et s'améliorait. J'ai promu Mira au poste de responsable de la location et j'ai embauché son mari, Donny, qui avait été licencié. Rebecca a commencé à mieux s'habiller et avait des réunions en soirée avec des clients. Nous avons finalement gagné assez d'argent pour qu'elle puisse s'acheter une Cadillac. Pour la première fois depuis la naissance de Tyler, elle semblait heureuse et épanouie. L'entreprise de traiteur lui donnait un but et de l'indépendance tandis que la location d'équipements continuait de prospérer. L'hiver passa. Dans le secteur de l'événementiel, le samedi était un jour de travail. Soit on travaillait sur un événement, soit on en planifiait un, soit on rencontrait des clients. Rebecca s'occupait des réunions et de la planification tandis que je coordonnais l'équipement, le personnel et la nourriture. Je pensais que j'avais tout compris. Les entreprises réussissaient. Tyler était en bonne santé et grandissait. Les Morrison étaient devenus essentiels à nos vies, et Rebecca semblait avoir retrouvé son rythme. Alors que la première année de Tyler se terminait et que nous entrions dans notre deuxième année d'amitié avec les Morrison, j'aurais dû être reconnaissant pour toutes les bonnes choses dans ma vie. Au lieu de cela, je me suis demandé combien de temps les bons moments pourraient durer. Le succès a le don de changer les gens, et pas toujours pour le mieux. À mesure que l'entreprise de traiteur se développait et que la confiance de Rebecca revenait, j'ai commencé à remarquer des changements qui s'avéraient plus troublants que ses difficultés antérieures. Mais ces révélations n'étaient encore qu'à quelques mois. Pour l'instant, Tyler s'épanouissait, les entreprises grandissaient, et notre amitié avec David et Catherine continuait de sereine. Forcé. L'hiver montagnard touchait à sa fin. Le printemps arrivait dans les Blue Ridge, et le changement était dans l'air. L'entreprise de traiteur a apporté un succès inattendu, mais aussi des changements auxquels je n'étais pas préparé. Nous gagnions plus d'argent avec les fêtes qu'avec l'entreprise de location, mais Rebecca et moi ne semblions plus avoir de temps l'un pour l'autre. Cela a atteint un point de rupture quand elle a commencé à planifier des réunions le samedi soir, ne rentrant parfois pas avant 23 heures. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle a insisté sur le fait que ces réunions tardives étaient nécessaires. Les clients demandent ces horaires, dit-elle, c'est ce qu'il y a de mieux pour les affaires.
Après 3 semaines consécutives, j'ai perdu patience. La prochaine réunion tardive du samedi, ce sera à toi de gérer. Je ne cuisinerai pas. Je ne coordonnerai pas. Je ne serai pas là. Je pensais que c'était censé être un partenariat. En ce moment, je suis plus intéressé par un partenariat mari et femme, a-t-elle répliqué en criant. Fais un choix sur ce qui est le plus important pour toi. Les affaires ou nous? Elle grommela encore un peu. Mais je l'ai ignoré et je suis allé voir Tyler, qui avait été réveillé par ses cris. J'ai mis ma menace à exécution le mois suivant quand elle a programmé un rendez-vous qui la retiendrait jusqu'à 23h30 un samedi soir. Tu veux que j'aide à planifier ça? Demanda-t-elle. Non. Quelle partie du non tu ne comprends pas, chérie? Je n'aide pas à planifier. Je ne coordonne pas. Et je ne cuisinerai certainement pas pour ça. Je t'ai dit que le prochain contrat qui me coûterait un samedi soir avec ma famille serait le premier que tu gérerais seul. J'ai pris Tyler dans mes bras. Viens, mon pote. Allons voir David et Catherine. J'ai laissé Rebecca là, bouche bée. Ce fut un désastre. Les clients n'ont pas aimé la nourriture, le service, ni l'ambiance. Il n'y a pas eu de bonus, et le client lui a dit à quel point ils étaient déçus qu'elle n'ait pas été à la hauteur de sa réputation. Jusque-là, elle m'avait traité comme un employé. Le dimanche matin, elle sortit de la chambre, tenant un petit mouchoir blanc, qu'elle agitait comme un drapeau de trêve pendant que je donnais le petit déjeuner à Tyler. Non, dis-je, ses yeux s'écarquillèrent. Je n'accepterai pas d'armistice. Je veux une reddition complète. Accepte mes conditions et nous continuerons nos vies. Refuse-les ou ignore-les, et ce sera la fin. Pas de négociation, pas de discussion. C'est à prendre ou à laisser. Je soulevai Tyler dans mes bras. Je vais rendre visite à David et Catherine. Tyler a besoin d'air frais. Nous serons de retour dans 1 heure environ. Tyler aimait Catherine et elle l'adorait. Elle était souvent notre babysitter lorsque nous travaillions sur des événements. Il apprenait tout juste à parler et l'un de ses premiers mots fut « Kate ». Sa version de Catherine. Elle a pleuré quand il l'a dit. Il apprenait à marcher. Et dès que je le posais par terre, il courait vers elle aussi vite que sa démarche incertaine le permettait. Quand il a appris à dire « David » et a essayé de le suivre partout, David a été tout aussi charmé. Il voulait me poser des questions sur une petite voiture de course qui se trouvait dans l'une des vieilles granges de Jim Henderson. Le moteur est fichu, lui dis-je après que nous l'ayons examiné. Mais le châssis et la transmission sont bons. Penses-tu qu'elle puisse être réparée? Elle ne peut pas être réparée, mais elle pourrait être reconstruite. Pourquoi voudrais-tu faire ça? Il eut l'air embarrassé. Je suis un grand fan de NASCAR. J'ai toujours voulu conduire une voiture de course. Ce serait parfait. Comment Catherine voit-elle ça? Elle ne veut pas vraiment que je le fasse, mais elle est prête à regarder une course. J'ai besoin que tu lui dises que c'est sûr. Ça l'est, n'est-ce pas? Relativement. Je ne connais personne qui soit mort dans une voiture comme ça sur notre piste locale, mais on peut se blesser. Commence par des courses de débutants et apprends au fur et à mesure. Nous avons fait reconstruire la voiture pendant l'hiver. David a pris des leçons auprès de pilotes plus âgés, et bientôt il courait tous les vendredis soirs au Thunder Valley Speedway. Rebecca et moi nous étions embrassés et réconciliés à ce moment-là, et un soir, nous sommes allés le voir courir. C'était bruyant, sale, et je pouvais dire que David passait le meilleur moment de sa vie. Charlie et quelques enfants du quartier formaient son équipe de stand. Les règles étaient plutôt souples. Nous étions donc autorisés à entrer dans les stands avec eux. David était en tête lorsqu'il a commencé à perdre de la vitesse et de la position, finissant par rentrer au stand. Il n'y avait rien de mécaniquement défectueux avec la voiture. Il avait lutté contre la grippe toute la semaine et la chaleur l'avait affaibli. Nous l'avons sorti de la voiture et avons commencé à lui faire boire des liquides. Lui et Catherine étaient tous deux déçus. Il était en tête de sa catégorie au classement par points et semblait pouvoir être le champion de la saison. S'il ne finissait pas la course, cela nuirait considérablement à ses chances. Charlie prit la parole. Tu sais, en cas de maladie, le règlement autorise un pilote de remplacement. Il me regarda droit dans les yeux. Ça ne marchera pas, Charlie. L'arceau est conçu pour la taille de David, et je ne rentrerai pas. Quelqu'un de sa taille ou plus petit y rentrerait, persista Charlie.
Nous nous sommes tous les deux tournés vers Catherine. Oh non, dit-elle immédiatement. Je ne connais rien à la course. Tu n'as pas besoin de faire la course, lui dis-je. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est comment changer les vitesses. Reste juste derrière le groupe et ne gêne personne. David sera crédité d'avoir terminé et il sauvera beaucoup de points. David écouta la conversation avec un intérêt croissant. Fais-le, chérie. Je veux vraiment ce trophée. L'arceau te protégera. Sois juste prudente. Catherine le fixa quelques secondes. Donne-moi un casque. Et si je crache ce truc, pas un mot sur les femmes pilotes. Nous l'avons attaché. Reste au plus bas, maintiens une vitesse constante, et ils te prendront un tour et te laisseront tranquille, lui expliquai-je. Tu es sûr de ça, demanda-t-elle, me regardant dans les yeux. Non, avouai-je. Puis elle appuya sur l'accélérateur et le gravier fut projeté dans toutes les directions. Les 15 premiers tours furent assez calmes. Les autres pilotes savaient ce qu'il en était et la laissèrent tranquille, tous sauf un. Il était derrière David au classement par points. Et s'il éliminait la voiture de David avant l'arrivée, cela améliorerait considérablement sa position. Au 16e tour, il la percuta délibérément, ce qui effraya à mort Catherine. Nous l'entendîmes crier dans son casque. « Qu'est-ce qu'il fiche ?» J'avais un autre casque connecté à la radio de la voiture. Il essaie de te sortir de la course. La prochaine fois qu'il avancera, tu freineras, puis tu appuieras sur l'accélérateur. Il te touchera, mais il n'aura pas assez de vitesse pour faire de gros dégâts. Et s'il se laisse emporter, il pourrait s'empêtrer dans le trafic et perdre lui-même quelques positions. Elle exécuta la stratégie à la perfection. Il fonça vers elle, mais elle réussit à freiner avant qu'il ne puisse prendre de la vitesse. Dès qu'il toucha son pare-choc, elle redémarra. Il se retrouva empêtré dans un groupe de voitures plus lentes et perdit même du terrain. Il la rattrapa de nouveau, mais cette fois la chance était de son côté. Il la projeta contre le mur assez fort pour déclencher le drapeau jaune. Catherine rentra immédiatement au stand et sortit de la voiture en coup de vent, regardant l'aile froissée. Elle jeta son casque dans la voiture avec dégoût. « Pouvez-vous la réparer ?» demanda-t-elle. « On pourrait redresser l'aile, mais nous n'avons pas le temps de l'aligner correctement, » dit Charlie. Catherine était dopée à l'adrénaline. « Je crois que j'ai aimé ça plus que je ne pensais. Arrache ce truc et remets-moi là-dedans. Je vais envoyer ce crétin dans le mur. » Charlie tira sur l'aile endommagée pendant que je la remettais dans la voiture et l'attachais. « Ne sois pas stupide, l'avertis-je. Ça mène à des blessures. Surveille-le. Il essaiera la même chose à nouveau quand il en aura l'occasion. » Charlie cria, clair, et elle était de retour dans la course. Catherine conduisait comme si c'était une Ferrari volée. Elle dépassait des voitures qui auraient dû la laisser loin derrière. Quand je vis le fauteur de trouble se préparer pour une autre attaque, je criai dans le casque, « Coupe à gauche maintenant !» Elle vira vers le côté extérieur de la piste, le prenant complètement par surprise. Il percuta une autre voiture, l'envoyant en tête à queue et provoquant un carambolage. Catherine dépassa le chaos à toute vitesse, et lorsque le drapeau jaune fut levé, elle était troisième. Au moment où le drapeau à damier fut brandi, elle avait pris la tête. Mais en raison des tours perdus lors de son arrêt au stand, elle termina 7e sur 15 voitures. Le gars qui avait essayé de la sortir de la course fut incapable de terminer, il fut donc classé 15e, ce qui le retarda considérablement au classement par points. Alors que son équipe chargeait leur voiture endommagée, Catherine sortit et retira son casque. « Ça fait quoi de se faire dépasser par une fille ?» lança-t-elle gentiment. Puis elle se retourna, se pencha et se tapota les fesses avant de fondre en éclats de rire et d'embrasser David. L'autre pilote ne savait que dire. Il prit enfin une grande inspiration, prêt à dire quelque chose de désagréable, mais j'intervins. « Les seuls mots qui sortiront de ta bouche devraient être des mots polis, » lui dis-je. « Elle t'a battu à ton propre jeu, utilise cela comme expérience. » Sa propre équipe, qui était prête à la bataille quelques instants auparavant, souriait ouvertement. Il fit volte-face et s'éloigna. Rebecca prenait des photos comme une folle pendant tout l'événement. Après cette nuit-là, Catherine devint accro à la course. Elle utilisa une partie de son argent de fiducie pour acheter sa propre voiture. La piste locale avait une division féminine, et elle y courut le reste de la saison. Elle commença trop tard pour concourir pour les points, mais remporta 2 courses avant la fin de la saison. David gagna son trophée de champion de catégorie.
Ils avaient déjà commencé à planifier l'année suivante avec le cabinet d'avocats de David et certains de leurs clients acceptant de sponsoriser les 2 voitures. Les voitures seraient peintes de couleurs assorties avec les logos des entreprises bien en évidence. Le logo de notre entreprise de location d'équipement y figurait également. C'était une petite piste de terre illégale, à peine légale et reconnue par les instances dirigeantes, donc tout le monde savait que c'était juste un loisir. Mais pour Catherine et David, c'était un hobby partagé qui les rapprochait encore plus. Que avions-nous encore en commun, Rebecca et moi? Rien, à part Tyler. Notre entreprise grandissait rapidement, et nous avions maintenant 2 équipes pour les événements. Rebecca s'habillait mieux, agissait de manière plus sophistiquée, et avait de moins en moins de temps pour Tyler et moi. Elle rejoignit une organisation professionnelle féminine et y devint active, assistant à des réunions et des événements de réseautage toutes les 2 semaines. Au début, ça ne me dérangeait pas, et lorsqu'elle reçut un prix pour l'entrepreneur émerge de l'année, j'étais sincèrement fier. J'assistais au banquet et quand je fus présenté comme son mari, je remarquai les regards inquiets sur les visages de plusieurs de ses collègues. Je n'étais pas aussi naïf que les gens le pensaient, alors je l'interrogeai à ce sujet plus tard. Certaines de ces femmes ont eu l'air drôlement surprises quand j'ai été présenté comme ton mari, dis-je. As-tu un mari secret que tu ne m'aurais pas mentionné? Je plaisantais, mais son visage devint rouge vif. Ne sois pas ridicule, Marcus. Elles étaient juste surprises de voir que je ne t'avais pas inventé. Tu devrais vraiment venir à plus d'événements avec moi. Laisse-moi te montrer. C'était une explication parfaitement raisonnable, mais quelque chose ne me semblait pas tout à fait juste. Nous étions débordés de travail, alors je mis mes inquiétudes de côté pour plus tard. Rebecca a dû sentir mes soupçons car elle est restée près de la maison les semaines suivantes. C'était le début de l'automne et la saison des fêtes tirait à sa fin. Nous étions revenus à l'utilisation de la même équipe fiable pour la plupart des événements. Ils étaient bien formés et parfois nous les laissions tout gérer pendant que l'un de nous faisait une apparition pour rassurer le client. Nous avions développé une bonne clientèle et certains d'entre eux étaient devenus de véritables amis. Le patron de David m'appela directement pour organiser une fête combinée d'anniversaire et de célébration de course pour David. C'est un homme bien et très talentueux dans ce qu'il fait, expliqua l'associé principal. Nous voulons lui montrer notre reconnaissance et le laisser se vanter de sa carrière de pilote. Nous aimerions que vous vous occupiez du traiteur. Combien de personnes? Environ 40. Tous des adultes, juste des amis proches et des collègues. Nous ne voulons pas que ce soit strictement professionnel. Vous êtes probablement le meilleur ami qu'il ait en dehors du travail. Il dit, sans vous et votre femme, lui et Catherine ne seraient peut-être jamais restés dans la région. Nous ne voulions pas vous offenser en embauchant quelqu'un d'autre. Je serais honoré de cuisiner pour David. Gardons cela simple, cependant. Je m'occuperai de la viande, du porc et du poulet, plus le clé là-haut. Demandez aux autres épouses de préparer les desserts et les accompagnements. Je suis sûr que David appréciera les touches personnelles. Je parlais à Rebecca de l'événement et lui donnai la date. J'ai un autre événement prévu le même jour, dit-elle sans lever les yeux de son calendrier. Nous avons déjà signé le contrat. Je ne peux pas m'en sortir. J'étais plus qu'un peu agacé. Ce sont nos amis, Rebecca. Si David et Catherine ne nous avaient pas demandé de nous occuper de leur première fête, nous n'aurions même pas d'entreprise. Ce serait une insulte si tu ne te montrais pas, je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. Alors présente-toi poliment à la fête de David, assure-toi que tout se passe bien, confie la suite à l'équipe, et va t'occuper de ton autre événement. Pense à Catherine et David pour une fois. Elle grommela, mais finit par accepter. Le jour de la fête de David, je transportai les fumoirs chez eux et m'installai dans le jardin. Puisque nos PR. Propriétés étaient connectés par les bois, David et moi avions construit un petit chemin de ma terrasse arrière à son Porsche. Nous utilisions des quads pour faire les allers-retours, c'était beaucoup plus rapide que de faire le tour par la route. Si je rentrais chez moi et voyais le casque rose de Catherine sur la balustrade de la terrasse, je savais qu'elle était en visite. La fête battait son plein à 18h. Tout le monde socialisait et passait un bon moment. Rebecca avait appelé pour dire qu'elle était bloquée à l'autre événement, mais qu'elle serait là dans l'heure. Nous manquions de glace. L'un des associés était censé en apporter davantage, mais avait oublié. J'en avais dans mon congélateur, reste d'une fête de la semaine précédente, alors je me portais volontaire pour retourner chez moi en quad et la chercher. Je dus prendre le quad de David parce que j'avais oublié de mettre de l'essence dans le mien et j'étais tombé en panne à mi-chemin dans les bois.
J'étais sur le point d'émerger de la lisière des arbres quand je les vis. Les stores de notre porte-fenêtre étaient ouverts et on pouvait voir directement dans le salon. Il y avait un couple sur le canapé, intimement enlacé. Ma première pensée fut que certains adolescents du quartier s'étaient introduits dans la maison. Il y avait eu une augmentation des cambriolages ces derniers temps. Les jeunes ne prenaient pas grand-chose, mais ils faisaient des fêtes, buvaient tout ce qu'ils pouvaient trouver et vandalisaient les chambres. J'avais déjà commencé à sortir mon téléphone pour appeler le 911 lorsque le couple apparut sous une meilleure lumière. La femme était Rebecca. Je reconnus l'homme comme l'un des jeunes avocats du cabinet de David, quelqu'un qui était censé avoir manqué la fête en raison d'autres obligations. Ma première impulsion fut de faire irruption et de les tabasser tous les deux. Mais avoir un avocat comme meilleur ami m'avait appris quelque chose de précieux. Avant de déménager à la montagne, David avait travaillé comme avocat spécialisé dans les divorces. Je détestais ça. Il m'avait dit un jour, on devient cynique en regardant les gens détruire leur monde. S'il pouvait juste aborder ça logiquement, ça épargnerait beaucoup de chagrin à tout le monde. Malheureusement, il est difficile d'agir rationnellement, surtout quand on est témoin d'une infidélité. Et s'il y a des V. Avec la violence, les choses empirent considérablement. Généralement, c'est le mari qui perd le contrôle et cela affaiblit significativement sa position de négociation. Parfois, les hommes perdent leurs enfants parce que l'avocat de la femme décrit leurs tendances violentes en termes dramatiques. Personne ne gagne dans un divorce, surtout quand des enfants sont impliqués. Les avocats gagnent de l'argent, mais c'est à peu près tout. Être dans les bois et regarder ma femme trahir notre mariage était déjà assez difficile sans que je fasse quelque chose de stupide. Tremblant de rage, je me suis dirigé vers la porte. Mais je me suis souvenu du conseil de David sur le maintien de position juridique favorable. Je me suis caché derrière les arbres et j'ai redescendu une partie du chemin avant d'appeler David. « Eh, mon pote, qu'est-ce qui te prend autant de temps ?» Une voix joyeuse, légèrement forte, me parvint. « Dois-je envoyer Catherine te secourir ?»« Non, laisse Catherine où elle est. J'ai besoin de lui demander quelque chose. » Catherine m'a contacté par radio pour demander si elle devait venir m'aider. Elle n'avait pas beaucoup bu, donc elle avait l'esprit clair. « Catherine, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je viens de voir Rebecca chez moi et elle n'était pas seule et elle ne portait pas beaucoup de vêtements. Je veux les affronter face à face, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le moment. J'ai besoin de la personne la plus sobre pour venir comme témoin, et j'ai besoin d'une recommandation pour un avocat spécialisé dans les divorces. Aide-moi. » J'ai pu entendre la douleur dans sa voix. « Oh, Marcus, es-tu certain ? Si je n'étais pas certain, nous n'aurions pas cette conversation. Reste à l'écart jusqu'à ce que je te rappelle. » 20 minutes plus tard, Catherine, David et deux des femmes de ses associés sont arrivés par le chemin. « Es-tu sûr de ça, Marcus ?» demanda David doucement. Je leur ai montré les photos que j'avais prises avec mon téléphone. L'une des femmes a immédiatement pris la parole. « Je suis avocate spécialisée dans les divorces, Marcus. Une sacrée bonne avocate. J'ai mon propre cabinet. Mon mari a pensé que c'était une bonne idée d'éviter les conflits d'intérêts. Je peux t'offrir des conseils sur la façon de procéder et mes services si tu en as besoin. » Je n'avais jamais su que Julie était avocate de son propre chef. Je ne la connaissais que socialement, comme l'une des épouses des associés. Catherine m'a serré dans ses bras et m'a frotté les épaules, essayant de me calmer. « Pense à Tyler, » murmura-t-elle. « Merci. Julie. Je prendrai les conseils et les services si tu es d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? La chose la plus difficile que tu puisses faire dans cette situation est de rester calme. Ne les engage pas dans une conversation lorsque nous les affronterons. Laisse-moi parler. Maîtrise-toi, Marcus. Cela te donnera un énorme avantage. » Elle a souri sombrement dans l'obscurité. « Mais s'il est assez stupide pour essayer de t'attaquer devant un groupe d'avocats, tu as tout à fait le droit de te défendre. » David a pris son téléphone. Ils ont presque fini. Allons-y, Julie avait orchestré toute la chose magnifiquement. L'associé principal était déjà en train de se garer dans mon allée, soi-disant pour aller chercher la glace promise. Les autres attendaient dehors sur la terrasse, restant dans l'ombre, loin de la lumière de la porte-fenêtre. Nous avons entendu un coup. « Rebecca, es-tu là ? Marcus nous a envoyé chercher de la glace. Nous en manquons. » Comme elle ne répondait pas immédiatement, il a continué à parler fort. « Il nous a donné une clé. Allez,
les gars. Je n'aime pas être dans la maison de quelqu'un d'autre quand ils ne sont pas là. Rebecca et son amant ramassaient frénétiquement des vêtements quand ils ont entendu la porte s'ouvrir. Elle a réussi à s'habiller partiellement et a ouvert la porte-fenêtre juste au moment où son compagnon a couru dehors pour se cacher dans l'obscurité. Quand j'ai allumé l'interrupteur de la lumière extérieure, l'expression sur son visage était inestimable. Nous avions l'interrupteur à l'extérieur pour pouvoir profiter des soirées sombres sans rentrer à l'intérieur. 4 téléphones portables ont crépité simultanément alors qu'il se tenait là, son pantalon, ses sous-vêtements et ses chaussures à la main. Rebecca a eu le temps de s'habiller avant que les avocats ne traversent la cuisine et nous voient debout sur le porche. Elle a crié, est rentrée dans la maison et a disparu par la porte d'entrée. Le jeune avocat ne savait pas quoi dire, mais l'associé principal a levé la main avec autorité. Pas un mot. Soyez à mon bureau lundi matin à 9 h. Maintenant, partez. Il a mis toute l'autorité d'un cadre supérieur dans sa voix. L'homme s'est glissé dans l'obscurité. Catherine et David se sont assis avec moi sur le porche, chacun me tenant une main pour que je ne sombre pas dans le désespoir. Julie m'a donné sa carte de visite. Soyez à mon bureau lundi à 14 h, a-t-elle dit, puis elle m'a serré dans ses bras. Nous sommes tous retournés à la fête. Je suis resté parce que je ne voulais pas être seul dans la maison, et d'une manière ou d'une autre, les amis de David se sont ralliés autour de moi sans rendre évident ce qui s'était passé. Tout le monde est parti tôt, comprenant instinctivement que la soirée avait pris une tournure inattendue. J'ai passé la nuit dans la chambre d'amis de David et Catherine. Je n'ai pas beaucoup dormi et Catherine m'a réveillé en envoyant Tyler sauter sur le lit. Il est impossible de rester déprimé quand on a un enfant de 2 ans qui réclame votre attention. J'ai réalisé avec choc que je n'avais pas pensé à la façon de protéger Tyler de ce qui allait arriver. Catherine s'était levée tôt pour aller le chercher chez la mère de Rebecca, lui disant que je passais un trop bon moment à la fête, et elle s'était portée volontaire pour le prendre afin que je puisse dormir. La grand-mère de Tyler gardait les enfants pendant nos événements depuis le début de l'entreprise de traiteur, ce n'était donc pas inhabituel. Tyler s'est assis sur les genoux de Catherine et elle lui a donné le petit déjeuner, il a étalé du sirop partout sur son visage en riant comme un fou. Cela nous a tous fait sourire malgré les circonstances. Lorsque Catherine a emmené Tyler à la salle de bain pour les nettoyer tous les deux, David et moi avons eu notre première conversation sérieuse sur la suite des événements. Un divorce, demanda-t-il simplement. Oui. Avec le recul, je vois que cela arrivait. Nous avions cessé de partager les mêmes rêves. Elle a toujours voulu la vie citadine. J'ai toujours été un homme de la campagne. Mes racines sont ici. Et Tyler? Je veux la garde. Sans aucune hésitation. Je pense qu'un enfant interférerait avec le mode de vie qu'elle recherche vraiment. David hocha la tête pensivement. Je suis d'accord que Tyler ne correspond pas à son nouveau mode de vie, mais cela lui donne un levier sur toi. Elle pourrait mener une bataille pour la garde afin d'obtenir un règlement financier plus important. Julie a raison. Il faut faire attention à ne pas laisser les négociations se transformer en guerre. Je n'ai pas vu Rebecca pendant 6 jours. Quand je suis rentré du travail, elle était assise dans le salon. Il m'a fallu toute ma force pour ne pas la jeter dehors immédiatement. Elle a vu quelque chose dans mes yeux qui l'a fait reculer. S'il te plaît, ne dis rien de fâché pour l'instant, dit-elle rapidement. Je le mérite peut-être. Mais je suis juste ici pour prendre mes affaires et voir Tyler. S'il te plaît, Marcus, juste pour un petit moment, et ensuite je partirai discrètement. Tu peux même garder mes clés de voiture. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissé rester et jouer avec Tyler. Elle lui avait prêté si peu d'attention dernièrement qu'il semblait presque s'ennuyer avec elle. Quand elle a demandé à récupérer ses clés pour prendre des bagages dans sa voiture, je suis sorti pour l'aider. C'est là que j'ai entendu ma voiture démarrer. J'ai couru dehors et l'ai trouvée en train d'essayer de partir avec Tyler dans son siège auto. J'ai atteint la voiture avant qu'elle ne puisse passer de vitesse, j'ai arraché les clés du contact et je les ai jetées de l'autre côté de l'allée. Elle a crié quand j'ai sorti Tyler du siège arrière. Tu ne peux pas me le prendre. Il est aussi le mien. Tyler a commencé à pleurer, ne comprenant pas ce qui se passait. Rebecca jurait avec un langage à faire rougir un marin quand elle a remarqué Catherine qui filmait tout avec son téléphone. Catherine était arrivée sur son quad, attirée par l'agitation. Donne-moi ce téléphone, sale sorcière qui se mêle de tout. Rebecca s'est jetée sur Catherine. Combien de fois le pauvre David a-t-il eu tes restes? Grogna Rebecca.
Se cache-t-il dans les buissons en regardant? Qu'est-ce que ça fait de savoir que ton mari désire la femme de son meilleur ami? Catherine est devenue blanche de colère, mais je suis intervenu avant qu'elle ne puisse répondre. Rebecca, pars maintenant. Dorénavant, si tu veux voir Tyler, tu devras obtenir la permission du tribunal. Sors de ma vie avant que j'appelle la police. J'avais beaucoup plus à dire, mais Tyler pleurait dans mes bras, et son bien-être passait avant tout. Rebecca s'est éloignée à grands pas, hurlant toujours des accusations. Catherine a noté chaque mot. Le lendemain, Julie a eu la vidéo et a demandé une ordonnance restrictive jusqu'à ce que Rebecca subisse une évaluation psychiatrique. Elle avait enregistré les menaces et les abus verbaux de Rebecca, ce qui a considérablement renforcé notre position juridique. Apparemment, l'homme avec qui elle avait été était devenu son amant régulier. Ils vivaient ensemble, ce qui était un autre point contre elle dans les procédures de garde. Il a été renvoyé du cabinet de David à cause de l'affaire. Ils ont utilisé un langage poli, mais le message était clair, démissionner sans référence ou être licencié pour faute grave. Il a pris un poste dans un autre cabinet avec un salaire considérablement inférieur. J'ai envoyé une lettre à tous nos clients traiteurs expliquant que je n'étais plus impliqué dans l'entreprise, mais que je honorerais tous les contrats en cours. Après cela, Rebecca était seule. J'étais prêt à tout quitter complètement, mais Julie m'a déconseillé de le faire. Tu as une bonne réputation dans ce secteur et tu pourrais vouloir y revenir plus tard. De plus, donner à Rebecca une véritable source de revenus pourrait jouer en ta faveur lors des négociations de garde. Rebecca a engagé son propre avocat et la danse juridique a commencé. Elle voulait la maison. Dommage qu'elle soit toujours au nom de mes parents. Elle voulait l'équipement de fête. Il appartenait à ma société de location, ce qui était clairement stipulé dans notre contrat de mariage. Elle n'avait pas les moyens de me racheter. Julie a réussi à geler la plupart de nos comptes conjoints par accord. Rebecca dirigeait une équipe de traiteurs tandis que je m'occupais de la location d'équipements. L'argent ne pouvait être retiré que pour la paie et les fournitures. Tout le reste est resté gelé jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Tous les bénéfices de mes obligations remplies sont allés dans un nouveau compte, entièrement contrôlé par Rebecca. C'était à peu près aussi juste que je pouvais le faire dans les circonstances. Rebecca a lutté jusqu'à ce que Julie et son avocat la convainquent d'accepter le règlement. Si elle se battait davantage, il ne lui resterait plus d'argent du tout pour les frais juridiques. Elle voulait une dernière réunion, mais j'ai refusé. Il s'est avéré que son avocat est devenu son 6e amant en 18 mois. Tous des types de ville élégants, la plupart sans argent. Je ne pouvais rien lui dire qui ne se termine pas par des jurons, alors j'ai essayé de rester civil pour le bien de Tyler. Tyler allait avoir 3 ans et ne semblait pas beaucoup manquer sa mère pendant ses visites de plus en plus rares. Elle a fini par garder l'entreprise de traiteur et un peu de fonds de roulement. C'est tout l'argent qu'elle a obtenu de moi. J'ai obtenu la garde complète de Tyler avec de larges droits de visite pour Rebecca tant qu'elle suivait les règles, pas d'homme autour de Tyler pendant ses visites. Et si elle l'exposait un jour à quelque chose de considéré comme moralement ou physiquement dangereux, elle perdrait tous ses droits parentaux. Après 1 an, les visites sont devenues de moins en moins fréquentes. Tyler ne semblait pas s'en soucier. Catherine et David sont devenus mes piliers pendant cette période difficile. Ils m'ont aidé à gérer le chagrin et la colère tout en gardant le monde de Tyler aussi stable que possible. La mère de Rebecca a continué à garder Tyler, comprenant que si elle aidait Rebecca à rompre l'accord de garde. Selon l'accord, tout contact avec Tyler cesserait. Catherine est devenue la mère de substitution de Tyler avec la bénédiction de David. Tyler suivait David partout constamment, et David gardait une photo de Catherine, Tyler et lui-même sur son bureau. Les gens de son cabinet pensaient que Tyler était son beau-fils, et ils les laissaient le croire. Cela me donne l'air d'un homme de famille, m'a-t-il dit, comme pour demander la permission. Cela aide avec les clients qui valorisent la stabilité familiale. Je l'ai surpris lorsque je lui ai donné une copie de mon testament, les désignant tous les deux comme les tuteurs légaux de Tyler si quelque chose m'arrivait. Tu es un homme de famille, David. Tu l'as toujours été. Tu as la femme la plus incroyable que j'ai jamais connue. Et maintenant, tu nous as. Je n'avais jamais vu un avocat adulte pleurer auparavant. C'était profondément émouvant. Après un certain temps, j'ai eu quelques rendez-vous occasionnels. Ces relations étaient agréables et répondaient à certains besoins, mais je n'ai jamais envisagé un engagement à long terme avec qui que ce soit. Catherine me reprochait cela, me disant que Tyler avait besoin d'une figure maternelle.
Il en a une, lui ai-je répondu. Et dès que je trouverai quelqu'un qui soit à sa hauteur, je me remarierai si vite que ça vous fera tourner la tête. La relation la plus sérieuse que j'ai eue fut avec Sophie, une avocate et fille de l'associé principal de David. Elle était de quelques années mon aînée, venait de traverser un divorce difficile et avait pris 3 mois de congé pour se remettre avant de commencer un poste prestigieux sur la côte ouest. Son père m'a demandé de l'escorter au banquet annuel de charité du cabinet. Elle a besoin d'un cavalier, et j'apprécierais vraiment si tu pouvais l'emmener, a-t-il dit. Elle est considérée comme très belle, si cela peut t'aider. Sophie était en effet éblouissante, à peine 1m52, blonde, la peau claire, avec une silhouette digne des magazines. Mais elle était aussi vive d'esprit, drôle et étonnamment terre à accent grave terre. Un vrai homme des montagnes en chair et en os, a-t-elle plaisanté lorsque nous avons été présentés. Je n'en ai jamais été aussi proche. Vous mordez? Je l'ai regardé avec un sérieux fin. Oui. Excellent, a-t-elle répondu, ce qui a fait éclater de rire David, Catherine et ses parents. La soirée fut magique. Nous avons dansé, parlé et vraiment apprécié la compagnie l'un de l'autre. Sophie partait bientôt pour la Californie, ce qui a donné à notre relation une qualité douce amère. Intense, parce que nous savions que c'était temporaire. Tu sais, je ne peux pas rester ici de façon permanente, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur ma véranda, regardant Tyler jouer dans le jardin. Et je ne peux pas partir, ai-je répondu. Mes racines sont trop profondes ici. Alors nous devrons simplement profiter au maximum du temps que nous avons. Et c'est ce que nous avons fait. Pendant 6 semaines, nous avons été inséparables, sauf quand elle rendait visite à sa famille ou que je travaillais. Tyler l'adorait et elle était merveilleuse avec lui. Quand le moment de son départ est arrivé, nous savions tous les deux que nous avions trouvé quelque chose de spécial que les circonstances ne nous permettraient pas de garder. Je n'oublierai jamais cet été, a-t-elle dit alors que je la conduisais à l'aéroport. Tu m'as montré à quoi ressemble le vrai bonheur. Tu m'as montré que je pouvais aimer à nouveau, ai-je répondu. Ne sois pas une étrangère. Mais nous savions tous les deux que la distance et des chemins de vie différents rendraient impossible de rester proches. Sophie a envoyé des cartes de Noël pendant quelques années. Puis nous avons complètement perdu contact. La vie s'est installée dans une routine confortable. Tyler s'épanouissait grâce à l'attention de sa famille de montagne élargie. L'entreprise de location de matériel a continué de croître et j'ai ouvert un restaurant de barbecue le week-end, avec Mira comme gérante. Le restaurant a si bien marché que j'ai acheté des food trucks et les ai envoyés dans les villes voisines 4 jours par semaine. Pourtant, je n'avais personne de permanent dans ma vie, et j'avais pratiquement renoncé à chercher activement. J'étais content d'être le père de Tyler et le plus proche ami de David et Catherine. Mais la vie a une façon de vous rattraper quand vous vous y attendez le moins. Au moment où l'on commence à vraiment aimer sa vie, où l'on pense avoir trouvé la paix et le contentement, la tragédie frappe sans avertissement. Tyler avait 9 ans lorsqu'il m'a appelé. À 15h un mercredi après-midi. Juste après être descendu du bus scolaire chez Catherine, comme il le faisait chaque jour, je l'ai entendu pleurer. Papa, viens tout de suite ici. Tante Catherine est allongée par terre en pleurant et je n'arrive pas à la faire se relever. J'ai dévalé la route plus vite que je n'avais jamais conduit auparavant. Exactement comme Tyler l'avait dit, Catherine était allongée sur le sol du salon, sanglotant doucement. Elle ne me répondait pas et ne parlait pas du tout. J'étais sur le point d'appeler le 911 quand le bureau de David a appelé. Marcus, j'ai besoin que tu ailles voir Catherine tout de suite et que tu t'assures qu'elle va bien. Je suis avec elle en ce moment et elle ne va pas bien. Je n'arrive pas à la faire parler. J'ai entendu l'émotion fêler sa voix alors qu'il poursuivait, Marcus, David a eu un accident. Mon estomac s'est noué. À quel point? David est mort, Marcus. Il a eu une crise cardiaque. Ils ont dit que le décès avait été presque instantané. Nous l'avons trouvé sur le sol de son bureau quand il a manqué une réunion de déjeuner. Il était parti depuis environ 1 heure lorsque nous l'avons trouvé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. David était parti. Il était devenu non seulement mon meilleur ami, mais le frère que je n'avais jamais eu. Et il était le monde entier de Catherine. Je l'ai serré dans mes bras. Son visage s'est éclairci un instant, et elle s'est accrochée à moi comme une femme qui se noie. David, David, a-t-elle murmuré avant de s'effondrer complètement. Je l'ai tenue sur le canapé, la berçant comme un enfant. Les larmes qui coulaient n'étaient pas toutes les siennes. Tyler était assis à côté de nous,
ne comprenant pas entièrement ce qui s'était passé, mais sachant que quelque chose de terrible s'était produit. Catherine était comme une zombie pendant que nous organisions les funérailles. Le patron de David nous a apporté son testament. Il venait de le mettre à jour 2 semaines plus tôt, comme s'il avait d'une certaine manière su que son temps était compté. Il devait être incinéré et ses cendres dispersées autour de leur ferme. C'est le seul endroit où je me sois jamais senti vraiment chez moi, avait-il écrit dans ses instructions. Les funérailles ont rassemblé des gens extraordinaires. La plupart des clients de David étaient devenus de véritables amis. Ses amis de course sont venus en nombre, et tout le monde de son cabinet d'avocats y a assisté. Même Rebecca est venue et a donné à Catherine une étreinte sincère et douce. L'un des rares moments de grâce que j'ai jamais vu de sa part. La mort de David a laissé un vide dans toutes nos vies. Mais pour Catherine, ce fut dévastateur. Elle avait perdu non seulement son mari, mais son but, son ancrage, son avenir. La femme vibrante et enthousiaste qui avait embrassé la vie de montagne avec tant de joie est devenue une ombre d'elle-même. J'ai essayé d'être là pour elle autant que possible, mais on ne peut offrir qu'un certain réconfort à quelqu'un dont le cœur a été arraché. Catherine avait construit toute son identité autour du fait d'être l'épouse et la partenaire de David. Sans lui, elle ne savait plus qui elle était censée être. La communauté de la course s'est ralliée autour d'elle, gardant la mémoire de David vivante et s'assurant qu'elle savait qu'elle faisait toujours partie de leur famille. Mais à mesure que l'automne laissait place à l'hiver et que l'hiver s'étirait vers un autre printemps, il est devenu clair que Catherine luttait avec plus qu'un simple chagrin. Elle luttait avec la question de savoir si elle pourrait construire une nouvelle vie à partir des cendres de l'ancienne, ou si les montagnes qui lui avaient apporté tant de bonheur ne feraient désormais que lui rappeler tout ce qu'elle avait perdu. Tyler, pendant ce temps, gérait son propre chagrin. David avait été comme un second père pour lui, et maintenant cet ancrage était également parti. À 9 ans, il avait perdu quelqu'un d'important. Mais les enfants sont résilients. Tyler a pleuré honnêtement et ouvertement, puis a progressivement commencé à guérir. Catherine avait plus de mal à retrouver son chemin. En voyant Catherine se replier chaque jour davantage sur elle-même, je me suis demandé si elle retrouverait un jour le chemin de la maison, ou si pour elle, la maison était morte avec David. Les funérailles étaient terminées. Les amis et la famille sont retournés à leur vie. Et il était temps pour Catherine de faire face à la réalité dévastatrice de la vie sans David. Tyler, la mère de Rebecca, Sarah, et moi sommes restés avec elle pendant environ 2 semaines. Elle parlait à peine, mangeait à peine et se déplaçait dans la maison comme un fantôme hantant sa propre vie. Elle n'a commencé à montrer des signes de vie qu'à la fin de la 2e semaine. Et même là, c'était tout juste suffisant pour fonctionner. Nous avons eu un moment particulièrement difficile lors de la lecture du testament de David. Entendre la finalité légale de sa mort a frappé Catherine comme un coup physique. David avait mis à jour son testament quelques semaines seulement avant sa mort, presque comme s'il avait d'une certaine manière pressenti que son temps était court. Il avait inclus des lettres personnelles, sa façon de dire adieu à ceux qu'il aimait. Catherine a reçu l'une de ces lettres. À ce jour, je n'ai jamais demandé ce qu'elle contenait, et elle ne me l'a jamais dit. L'intimité de leur dernière communication semble sacrée en quelque sorte. Il en a laissé une pour Tyler à ouvrir pour son 18e anniversaire. Et il en a aussi laissé une pour moi. Cher Marcus, disait-elle de la main soignée de David. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti. Je tiens à te remercier pour ton amitié. Tu as pris un avocat Yankee guindé et tu en as fait une meilleure personne qui pouvait se détendre davantage et apprécier ce qu'il avait. J'ai été honoré d'être ton ami. J'ai laissé quelque chose pour Tyler, un fonds d'études universitaires avec suffisamment pour les frais de scolarité complets. Je sais que tu peux te le permettre, mais c'était un plaisir pour moi de faire cela pour lui et pour toi. C'est un enfant formidable, et je suis sûr que s'il suit tes conseils, il sera un homme meilleur que nous deux. J'espère qu'il se souviendra de moi avec affection. Maintenant, pour les choses sérieuses. Prends soin de Catherine. Elle va avoir besoin de toi pendant un certain temps. Je sais que tu l'as aimée, et fidèle à ton honneur et à notre amitié, tu n'as rien fait d'inapproprié. Catherine a besoin de quelqu'un pour l'aimer en ce moment, pour l'aider à traverser les temps sombres qui l'attendent. Je suis désolé de ne pas être là. J'aurais aimé voir Tyler devenir l'homme que je sais qu'il deviendra. Tu dois trouver quelqu'un pour toi avant d'abandonner complètement l'amour. Ne laisse pas ce qui s'est passé avec Rebecca te faire peur de l'engagement. Tu as tellement à offrir. Merci d'être qui tu es et d'avoir été l'ami dont j'avais besoin. Avec tout mon amour, David. En lisant ces mots,
j'ai dû sortir pour me ressaisir. David avait su. D'une certaine manière, il avait su des sentiments que j'avais à peine admis à moi-même. Bien sûr, la plupart des biens de David, la ferme et ses investissements sont allés à Catherine. Mais la générosité de David s'est étendue au-delà de sa famille. Il a laissé suffisamment d'argent à Thunder Valley Speedway pour installer des tribunes plus sûres, une cabine de commentateurs appropriée et un meilleur système de sonorisation. La piste a été renommée Morrison Memorial Speedway en son honneur, assurant que son amour pour la course serait rappelé par la communauté qui l'avait adopté. Pendant une année entière, Catherine a désespérément essayé de retrouver une forme de vie normale. Elle a gardé la maison exactement telle que David l'avait laissée. Elle s'occupait de son jardin mécaniquement, sans joie. Elle assistait aux événements de l'église et de la communauté, mais restait distante, accomplissant les gestes de la vie sans vraiment être vivante. J'ai regardé, impuissant, cette femme vibrante qui avait embrassé la vie de montagne avec tant d'enthousiasme s'éteindre lentement. Des amis ont essayé d'aider, apportant des gratins et offrant leur compagnie, mais Catherine se repliait davantage sur elle-même chaque mois qui passait. Finalement, elle a abandonné. Je déménage à Philadelphie pour un temps, m'a-t-elle dit un après-midi gris alors que nous étions assis dans sa cuisine. Entouré par le silence qui avait remplacé les rires qui remplissaient autrefois la maison. Je ne peux plus rester ici. Partout où je regarde, je vois son fantôme. Chaque recoin de cette maison, chaque parcelle de ce jardin, chaque route que nous avons parcourue ensemble, tout me rappelle ce que j'ai perdu. Tyler, maintenant âgé de 10 ans et assez grand pour comprendre la perte, a pleuré pendant 2 jours en apprenant la nouvelle. J'ai versé mes propres larmes en privé, loin d'eux. Catherine avait été mon pilier pendant 8 ans, ma plus proche amie à part David et la femme qui m'avait aidé à devenir un meilleur père pour Tyler. Je ne m'étais jamais senti aussi perdu et seul. Il faut que je voie si je peux me souvenir de qui j'étais avant de devenir la moitié de David et Catherine, expliqua-t-elle à travers ses larmes. Peut-être en ville, entourée d'étrangers. Je pourrais peut-être découvrir qui est Catherine sans David. Elle nous a donné les clés de la ferme et nous a demandé de surveiller l'endroit. J'ai pris l'habitude de visiter la ferme des Morrison toutes les 2 ou 3 semaines. Je démarrais le petit tracteur Yanmar de Catherine et le conduisais autour de la propriété pour le maintenir en bon état mécanique, puis je parcourais la maison vide, vérifiant l'éclairage et la plomberie. Elle avait laissé l'électricité allumée et installé un système de sécurité de pointe, comme si elle savait qu'elle reviendrait un jour, mais n'était pas prêt. Assis engagé. Me tenir seul dans cette maison où nous avions partagé tant de repas, tant de conversations, tant de rires était presque insupportable. Je me retrouvais à m'arrêter dans la cuisine où Catherine avait appris à Tyler à faire la recette de biscuits de sa grand-mère, ou dans le salon où nous avions tous regardé les temps forts des courses et planifié des aventures de week-end. La maison semblait retenir son souffle, attendant que la vie revienne. Je me suis entièrement concentré sur Tyler, sachant qu'il avait plus que jamais besoin de stabilité après avoir perdu 2 des adultes les plus importants de sa vie. Il était à cet âge crucial où les relations avec les pères deviennent primordiales, et je savais qu'il commencerait bientôt le processus naturel d'éloignement de son père, typique de l'adolescence. Notre maison est devenue le quartier général de son groupe d'amis dans le quartier. Il y avait toujours au moins 3 des copains de Tyler à la maison à tout moment. Plutôt que de voir cela comme une invasion, je l'ai accepté. Je me suis assuré de bien connaître chacun de ces garçons et leurs familles. J'organisais des barbecues réguliers pour pouvoir faire connaissance avec les parents. Et j'insistais pour que tout garçon passant beaucoup de temps chez nous me présente sa famille. Ce n'étaient pas seulement les amis de Tyler. Ils sont devenus une partie de notre famille élargie. La maison de Monsieur Thompson est l'endroit où tu veux faire des bêtises, a dit l'un des amis de Tyler à sa mère, sans se rendre compte que je pouvais l'entendre. Parce qu'il ne te punit pas seulement. Il t'explique pourquoi tu as fait une erreur et t'aide à comprendre comment faire mieux la prochaine fois. Ce commentaire a eu plus de valeur pour moi que n'importe quel succès professionnel. Parmi les parents que j'ai rencontrés grâce au cercle social de Tyler, plusieurs étaient des mères divorcées. Quelques-unes ont montré un intérêt à sortir avec moi, et j'ai occasionnellement accepté des invitations à dîner ou à des événements communautaires. C'étaient des relations agréables. J'avais 43 ans, j'étais en bonne forme physique, j'étais propriétaire de mes biens sans dette et j'avais 2 entreprises prospères. Sur le papier, j'étais un bon parti. Mais mon cœur n'y était pas. Ces femmes voulaient un engagement, le mariage, la sécurité. Elles méritaient quelqu'un qui puisse les aimer complètement, et je n'étais pas cette personne. Je faisais encore le deuil de David et de l'absence de Catherine, j'élevais toujours Tyler,
et j'essayais encore de comprendre qui j'étais censé être dans ce nouveau chapitre de ma vie. Avec Catherine partie et ma vie personnelle en suspens, j'ai canalisé mon énergie dans le développement de mes entreprises. L'entreprise de location d'équipements prospérait grâce à la croissance continue de la construction autour d'Asheville et à ma réputation d'honnêteté et de matériel fiable. J'ai ouvert un deuxième emplacement dans une petite ville de montagne qui avait désespérément besoin de services de location. Le restaurant avait évolué bien au-delà de mon opération de barbecue du week-end. Je l'ai transformé en concept de franchise et j'ai finalement exploité 4 établissements répartis dans l'ouest de la Caroline du Nord, chacun avec au moins 3 food trucks qui desservaient les petites villes selon des horaires rotatifs. La combinaison de restaurants fixes et d'unités mobiles nous a permis de servir à la fois les marchés établis et les communautés rurales qui ne pouvaient pas soutenir un restaurant à temps plein. Le mari de Mira, Donny, est devenu le gérant du deuxième site de location d'équipements, ce qui a résolu son problème de longue date d'avoir sa femme comme patronne à la maison et au travail. Enfin, a-t-il plaisanté, je peux prendre des décisions sans l'approbation de Mira d'abord. Le succès était gratifiant mais aussi épuisant. Je me retrouvais à voyager constamment, ouvrant de nouveaux établissements, formant le personnel et assurant le contrôle qualité sur plusieurs opérations. L'argent était conséquent, plus que je n'aurais jamais imaginé en gagner. Mais cela se faisait au détriment de mon temps et de mon énergie. Pendant ce temps, l'entreprise de traiteur de Rebecca commença à péricliter sans mon implication. Elle perdit les tarifs de location d'équipements avantageux dont elle avait bénéficié lorsque nous étions mariés. Son chef cuisinier démissionna pour lancer une entreprise concurrente et les clients commencèrent à s'éloigner à mesure que la rumeur d'une baisse de qualité se répandait. Finalement, elle fut contrainte de fermer complètement l'entreprise de traiteur. Rebecca se réinventa en tant que responsable de bureau pour une grande compagnie d'assurance et épousa un avocat qu'elle avait rencontré par le biais de son réseau professionnel. J'avais espéré que ce mariage lui apporterait la stabilité qu'elle semblait désirer ardemment, mais il ne dura que 18 mois avant qu'il ne la surprenne en train d'avoir une liaison. Les vieilles habitudes ont la vie dure, je suppose. Elle travaille régulièrement maintenant et s'est récemment fiancée pour la 3e fois. J'espère sincèrement que cette relation fonctionnera pour son bien et celui de Tyler. Mon fils mérite d'avoir une relation stable avec sa mère, même si elle n'a jamais été particulièrement maternelle. Tyler voit toujours Rebecca principalement pendant les vacances et les anniversaires. Leur relation reste cordiale mais distante. Pendant toute cette période, Catherine et moi avons maintenu des contacts téléphoniques réguliers, au moins une fois par mois, parfois plus souvent. J'entendais toujours la tristesse dans sa voix, peu importe à quel point elle essayait de paraître joyeuse. Elle me parlait de son petit appartement, de ses efforts pour construire une nouvelle vie, mais il n'y avait aucune joie dans tout cela. « Comment te traite la vie en ville ?» je lui demandais. « Ça va » répondait-elle. Et ce mot, « ça va » me brisait toujours un peu le cœur. Catherine n'avait jamais été quelqu'un qui se contentait de « ça va ». Elle avait été quelqu'un qui embrassait la vie avec enthousiasme, qui trouvait de la joie dans les petites choses, qui rendait tout autour d'elle meilleur simplement par sa présence. Je terminais toujours nos conversations de la même manière, « Quand rentres-tu à la maison ? Tu nous manques. » Et elle répondait toujours, « J'y pense, Marcus. J'y pense. » 2 ans passèrent ainsi. Tyler est passé d'enfant à adolescent, grandissant de 15 cm et développant le genre de coordination maladroite qui promettait qu'il serait grand comme son grand-père. Il excellait à l'école, se faisait de bons amis et montrait des aptitudes naturelles pour le travail mécanique et les opérations commerciales. Les week-ends, il travaillait à mes côtés au parc d'équipement, apprenant à entretenir les machines et à interagir avec les clients. « Tu élèves un homme bien là », observa Charlie un samedi alors que nous regardions Tyler expliquer patiemment à un client âgé comment faire fonctionner en toute sécurité une petite motobineuse. Il a ta patience et ton sens pratique, mais il a aussi autre chose. Peut-être le don de sa grand-mère pour mettre les gens à l'aise. Tyler avait en effet hérité des meilleures qualités des 2 côtés de sa famille. De mon côté, il a hérité de l'aptitude mécanique et du bon sens montagnard. De celui de Rebecca, il a hérité du charme et de la capacité à cerner rapidement les gens. Mais plus que la génétique, Tyler avait été façonné par une éducation au sein d'une communauté qui valorisait le travail acharné, l'honnêteté et le soin apporté à ses voisins. J'étais épuisé par mes voyages constants, ouvrant ma 6e succursale de restaurant à Murphy, lorsque je suis rentré un jeudi soir pour trouver Sarah et Tyler debout dans le salon, me souriant comme s'ils partageaient le plus grand secret du monde. « Que se passe-t-il » demandai-je, immédiatement méfiant. Ces 2-là étaient devenus comme les 2 doigts de la main depuis que Sarah avait emménagé plus près de nous, et ils complotaient toujours quelque chose.
Vous avez tous les deux l'air de savoir quelque chose que j'ignore. Nous avons une visite, annonça Tyler, vibrant pratiquement d'excitation. Viens voir. Je regardai autour de la pièce, confus. Où ça? Dans la cuisine, dit Sarah, les yeux pétillants. Je me dirigeai vers la cuisine, et elle était là, Catherine. Elle se jeta dans mes bras, me serrant et pleurant en même temps. Elle me semblait plus petite que dans mes souvenirs, plus fragile. Mais elle était là. Elle était rentrée à la maison. Catherine, murmurai-je, n'osant pas en dire plus. Je sais, dit-elle contre mon épaule. Je sais. J'aurais dû appeler avant, mais j'avais peur de perdre mon courage si j'y pensais trop. Nous sommes restés là, enlacés, tandis que Tyler et Sarah nous regardaient avec d'énormes sourires. Finalement, je me suis reculé pour la regarder correctement. 2 ans en ville l'avaient vieilli. Il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là auparavant, et elle était plus mince que je ne l'avais jamais vue. Mais il y avait autre chose. Un calme peut-être, ou une résignation. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait lutté avec des questions difficiles et qui avait enfin trouvé des réponses. « Combien de temps comptes-tu rester ?» demandai-je, craignant d'espérer trop. « J'espère encore 30 ou 40 ans, dit-elle à travers de nouvelles larmes. Je suis rentré, Marcus. Je ne repartirai plus. J'en ai marre d'aller dans de minuscules parcs urbains juste pour voir un carré d'herbe. J'en ai marre de vivre dans un immeuble à côté de gens que je ne connais pas et que je n'ai aucun intérêt à connaître. Je veux voir des étoiles au lieu du smog quand je lève les yeux vers le ciel nocturne. Elle prit ma main des deux siennes. Et je veux te voir tous les jours. Et Tyler, mon Dieu. Je n'arrive pas à croire à quel point il est grand. Je parie qu'il sera plus grand que toi quand il aura fini de grandir. Je veux revoir Mira et tous les gars de la piste. Tous mes vrais amis, ma vraie famille. À ce moment-là, elle pleurait à nouveau sur mon épaule, et je luttais pour retenir mes propres larmes. Je la serrai et me sentis véritablement, complètement heureux pour la première fois en près de 2 ans. Bienvenue à la maison, murmurai-je. Les semaines suivantes furent consacrées à remettre de l'ordre dans la maison et la vie de Catherine. L'espace physique avait été entretenu. J'avais maintenu les systèmes mécaniques en marche et les jardins propres, mais la maison ressemblait à l'exposition d'un musée, une vie qui s'était arrêtée il y a 2 ans. Catherine sembla accablée lorsqu'elle traversa pour la première fois les pièces qui étaient restées exactement telles qu'elle les avait laissées. La tasse de café de David était toujours dans l'évier. Ses lunettes de lecture étaient encore sur la table de chevet. Sa chaise préférée gardait toujours l'empreinte de son corps. « Je dois changer certaines choses, dit-elle doucement. Je ne peux pas vivre dans un sanctuaire. David ne voudrait pas ça. Ainsi, nous avons commencé à transformer la maison, d'un monument au passé en un foyer pour le présent. Elle garda les possessions de David, ses livres de droit, ses trophées de course, quelques photos préférées, mais elle fit aussi de la place pour de nouveaux souvenirs. Catherine elle-même semblait vieillie et hors de forme après 2 ans de vie citadine et de deuil. Mais je les regardais, stupéfait, alors qu'elle reprenait lentement vie. Chaque semaine, elle semblait un peu plus forte, un peu plus comme la femme dont je me souvenais. Elle recommença à monter son tracteur Yanmar adoré, à s'occuper du jardin qui était devenu sauvage en son absence, et peu à peu sa vitalité naturelle commença à revenir. Catherine semblait plus saine et plus forte chaque semaine. Elle remonta son tracteur préféré, s'occupa de son jardin, et redevint lentement la femme dont nous nous souvenions. Je n'arrêtais pas de penser que je devrais pouvoir faire ma vie n'importe où. Elle me le dit un soir alors que nous étions assis sur sa véranda, regardant Tyler apprendre à des enfants du quartier plus jeunes comment changer l'huile d'une tondeuse. Mais je ne pouvais pas. Mais je ne suis pas un pissenlit, Marcus. Je ne suis pas faite pour m'épanouir n'importe où. J'ai besoin d'une terre qui me convienne, d'un climat qui me soutienne, de gens qui me comprennent. J'ai besoin d'un foyer. Vers cette époque, je pris une décision importante concernant Sarah, la mère de Rebecca. Elle avait déménagé dans une maison de retraite lorsque son arthrite rendait la vie seule dangereuse, mais elle louait un modeste appartement d'une chambre dans la section des résidences-services. Un jour, elle fut surprise de découvrir qu'elle avait été déplacée dans une suite plus grande et bien plus agréable, également d'une chambre. Elle fut encore plus surprise lorsque je lui demandai de m'envoyer toutes ses factures. « Marcus, je ne peux pas te laisser faire ça, » protesta-t-elle quand elle réalisa que je couvrais toutes ses dépenses. « C'est trop d'argent. » « Il n'y a pas de discussion, Sarah, lui dis-je fermement.
Il y a eu des moments où Tyler et moi avons vraiment eu besoin de toi, et tu as répondu présente sans poser de questions. C'est un juste retour des choses, tout simplement. D'ailleurs, tu devrais avoir un bel endroit pour que Tyler puisse passer des week-ends avec toi parfois. Une grand-mère heureuse est ce dont il a besoin et ce que tu mérites. Je lui ouvris également un compte courant et l'alimentai régulièrement afin qu'elle puisse avoir son indépendance et sa dignité. Sarah avait été plus une mère pour Tyler que Rebecca ne l'avait jamais été, et elle avait été une présence constante et aimante pendant certains de nos moments les plus difficiles. Prendre soin d'elle me semblait à la fois une obligation et un privilège. Alors que Catherine se réadaptait à la vie montagnarde, nous trois, Catherine, Tyler et moi, commençâmes à dîner ensemble tous les soirs où Tyler ne passait pas de temps avec ses amis, alternant entre ma maison et celle de Catherine. Ces repas devinrent la base de notre nouvelle normalité, un moment pour partager les événements de la journée et nous reconnecter en tant qu'unité familiale. Après environ 3 mois de cette routine, Catherine et moi commençâmes ce qui ne pouvait être honnêtement appelé que des rendez-vous amoureux. Nous allions au cinéma à Asheville, assistions à des concerts au collège communautaire et essayions même un peu de danse lors des événements sociaux mensuels du Grand Geôle. Je lui appris le two-step, et elle me rappela à quel point j'appréciais d'avoir une femme belle et intelligente à mon bras. Catherine visita l'ancien cabinet d'avocat de David une fois durant cette période et revint en larmes. Voir ses anciens collègues, son bureau vide, les dossiers sur lesquels il avait travaillé avant sa mort, c'était accablant. Mais le cabinet s'assura de nous inviter à tous leurs événements sociaux, traitant Catherine comme une veuve honorée plutôt que comme la simple femme d'un ancien employé. Catherine insistait auprès de quiconque posait la question sur le fait que nous n'étions que de vieux amis, mais tout le monde dans la communauté pouvait voir que ce n'était pas entièrement exact. Nous étions prudents, respectueux de la mémoire de David et du processus de deuil de Catherine, mais il y avait clairement quelque chose de plus profond qui se développait entre nous. Je n'étais pas pressé d'aller plus loin. Catherine avait traversé un traumatisme et des changements énormes, et je voulais qu'elle ait le temps de guérir complètement avant de prendre des décisions importantes. De plus, j'étais sincèrement heureux de la voir de nouveau dans ma vie, dans celle de Tyler, de retour à sa place. Tyler, quant à lui, s'épanouissait avec Catherine à la maison. Elle reprit son rôle de seconde parent officieux, aidant avec les devoirs, assistant à ses événements scolaires et offrant le genre de présence nourrissante qui avait manqué depuis la mort de David et le départ de Rebecca de nos vies quotidiennes. Vous savez, dit Tyler un soir alors que nous trois rangions après le dîner, cela semble juste, comme une vraie famille. Catherine et moi échangeâmes un regard au-dessus de sa tête. De la bouche des enfants, tout se mit en place un soir de printemps parfait alors que nous étions assis sur la balançoire du porche de Catherine, regardant Tyler et ses amis faire la course autour du champ sur des quads. Il faisait un peu frais et nous nous étions couverts d'une des courtes pointes faites à la main par Catherine. Le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel dans des nuances de rose et d'or, et l'air sentait le chèvrefeuille et l'herbe fraîchement coupée. J'arrêtai le doux balancement de la balançoire et me tournai pour regarder Catherine. Elle regardait Tyler avec tant d'amour dans les yeux. Et à cet instant, je sus avec une certitude absolue ce que je devais dire. « Épouse-moi, dis-je. » Elle se tourna pour me regarder, visiblement surprise. « Quoi ? Épouse-moi, répétai-je, le cœur battant. Je t'aime depuis des années, Catherine. Tu m'aimes aussi. Je peux le voir dans tes yeux, même si tu ne veux pas l'admettre à toi-même. Arrêtons de jouer à faire semblant que nous ne sommes que des amis. Arrêtons de vivre dans des maisons séparées comme si nous avions peur de ce que les gens pourraient penser. Installons-nous ensemble et construisons la vie que nous désirons tous les deux. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Marcus, nos âges. J'ai 50 ans. Tu n'en as que 43. C'est une différence significative. Écoute-moi, dis-je en prenant ses mains dans les miennes. Je me fiche de la différence d'âge. Je me fiche de ce que les gens de cette ville pensent. Je me fiche de tout, sauf du fait que je t'aime, et je t'aimerai jusqu'au jour de ma mort. Tu fais de moi un homme meilleur, Catherine. Tu fais de Tyler une meilleure personne. Tu rends notre monde entier meilleur simplement en y étant. Elle se balançait légèrement sur la balançoire, reniflant et luttant clairement avec la décision. C'est un ultimatum, dis-je, ma voix brisée par l'émotion. Je ne peux plus continuer à vivre dans ce purgatoire. Épouse-moi ou je jure sur la mémoire de David, je ne mettrai plus jamais les pieds sur cette propriété. Je ne pourrai pas faire semblant que nous ne sommes que des amis quand mon cœur t'appartient entièrement. Oui ou non ? Tout de suite. Elle me regarda fixement pendant ce qui me sembla une éternité. Les larmes coulaient sur son visage.
Le silence s'étira si longtemps que j'étais certain d'avoir détruit la relation la plus importante de ma vie. Je me mis à pleurer moi-même, pensant à la façon dont j'avais tout jeté ce qui comptait le plus pour moi. Finalement, je ne pouvais plus supporter le silence. Je me levai pour partir. À mi-chemin des marches du porche quand elle me saisit le bras, nous dévalâmes ensemble les marches restantes, atterrissant en vrac sur l'herbe. Tyler accourut de l'endroit où il travaillait sur son quad. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, s'agenouillant à côté de Catherine. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Catherine se redressa, de l'herbe dans les cheveux, de la terre sur ses vêtements, et le plus grand sourire que je lui avais vu depuis la mort de David. « Je vais plus que bien, dit-elle, riant à travers ses larmes. Je viens d'avoir une nouvelle merveilleuse. Dans quelques semaines, je serai officiellement ta mère, légalement cette fois. J'espère que ça te rend heureux. » C'est alors que je réalisai quel jeune homme extraordinaire j'avais élevé. Tyler n'hésita pas une seule seconde. « Tu as été ma mère à tous égards importants pendant la majeure PA. RTIE de ma vie, dit-il à Catherine avec une maturité qui m'étonna. Maintenant, je peux le dire à voix haute sans avoir l'impression de trahir ma mère biologique. Je t'aime, maman. Le mariage et la réception qui suivirent devinrent légendaires dans notre communauté et on en parle encore des années plus tard. Mira se surpassa complètement dans l'organisation, abordant l'événement avec la même attention aux détails qu'elle apportait à la gestion de l'entreprise de location d'équipement. Nous nous sommes mariés fin mai en plein air dans le pré de la ferme de Catherine où elle avait planté son ambitieux jardin toutes ces années auparavant. La même tente de mariage blanche que nous avions utilisée pour les soirées d'affaires de David servit de zone de réception, ce qui était approprié puisque c'est là que Catherine et moi avions travaillé ensemble pour la première fois en équipe. La plupart des anciens amis de David du cabinet d'avocats y assistèrent. Ils considérèrent le mariage non comme une trahison de sa mémoire, mais comme une célébration de la vie qui continue et de l'amour qui trouve son chemin. Sophie était justement en visite chez ses parents ce week-end-là et vint au mariage. Elle embrassa Catherine et lui dit à quel point elle était chanceuse, puis me lança un regard qui disait clairement que nous aurions besoin d'avoir une conversation plus tard sur la façon dont tout cela s'était développé. Les gars du Morrison Memorial Speedway avaient passé des mois à restaurer secrètement l'ancienne voiture de course de Catherine, celle qu'elle avait conduite de manière si mémorable cette nuit-là quand David était malade. Ils la lui offrirent en cadeau de mariage, entièrement reconstruite et peinte dans des couleurs qui honoraient à la fois la mémoire de David et notre nouveau départ. « On s'est dit que tu voudrais peut-être y retourner un jour », expliqua Bud Carter avec un sourire. « Montre à ces jeunes comment on fait vraiment. » Catherine fondit en larmes. De bonnes larmes cette fois-ci. Les années qui suivirent s'envolèrent dans un bonheur et une harmonie que je n'avais pas osé espérer. Tyler obtint son diplôme de lycée, puis d'université, avec mention. Il revint à la maison et épousa sa petite amie de l'université, une charmante jeune femme nommée Jennifer, qui s'intégra parfaitement à notre famille. Tyler et Jennifer lancèrent leur propre entreprise, une combinaison de location de matériel et d'organisation d'événements. En cadeau de mariage, Catherine et moi leur avons donné mon ancienne maison après qu'elle ait été entièrement rénovée. Depuis, ils nous ont bénis avec 3 petits-enfants qui sont la lumière absolue de nos vies. Tyler nomma son premier fils, David Marcus Thompson, honorant à la fois l'homme qui avait été comme un père pour lui et son propre père. Je surprends parfois Catherine l'air triste, généralement autour de dates importantes, l'anniversaire de David, leur anniversaire de mariage, l'anniversaire de sa mort. Je n'essaie pas de la distraire de ces moments. Je reste simplement avec elle. Pour ce qui aurait été le 25e anniversaire de mariage de Catherine et David, je l'ai surprise avec une commande, un portrait à l'huile de David, peint par un artiste renommé spécialisé dans les œuvres commémoratives. Catherine est allée dans notre chambre et a pleuré pendant 2 heures après que je l'ai dévoilé. Mais ensuite, elle m'a aidé à l'accrocher au-dessus de la cheminée de notre salon. Il devrait faire partie de notre famille, dit-elle simplement. Il devrait veiller sur les enfants et les petits-enfants qu'il ne rencontrera jamais. Le portrait montre David avec son expression sérieuse caractéristique. Mais je jure, et peut-être que ce ne sont que mes yeux vieillissants qui me jouent des tours le soir quand le feu brûle et que Catherine est assise par terre en jouant avec nos petits-enfants, que ce visage solennel sur le tableau semble sourire. J'aime penser que David approuve la façon dont son histoire s'est terminée, comment son amour pour Catherine a finalement fait de la place pour l'amour de quelqu'un d'autre aussi.